8h45 sur les ondes de Radio Galère. On est ravis de poursuivre notre magazine d'actualité et d'infos. Vous en avez l'habitude évidemment, tous les derniers mercredis de chaque mois. C'est Economicus d'Economicus. Richard est au micro évidemment pour m'accompagner ce matin. Anthony évidemment présent à la régie et évidemment là pour les débats. On salue l'absence de notre Christian qui n'est pas là aujourd'hui. Et évidemment on ouvre le volet Economicus d'Economicus avec Fabrice Aubert et Dany Bruet. D'ailleurs, je remercie Dany qui a permis des petites nouvelles technologies là, pour avoir une meilleure qualité de son et un retour son. On retrouve d'ailleurs, je vous invite à aller voir différentes projections, différentes sur la chaîne YouTube, notamment de Dany Bruet, des économistes. Il y a beaucoup de choses à voir d'intéressant évidemment. Et Fabrice Aubert, on ne le présente plus, le spécialiste des thématiques accrocheuses, la grande gueule pertinente et rebelle qui est présent sur les temps de galère, et ce depuis presque un an. Et oui, le temps passe très vite, quasiment un an qu'il est sur les ondes du 80.4. On avait évoqué avec lui il y a 3 semaines un volet sur le chômage. On avait été un petit peu bousculé par notamment les auditeurs, bousculé par le timing qui nous était imparti il y a 3 semaines. On a décidé de poursuivre avec toi Dany, évidemment, et avec toi Fabrice. Messieurs, dans un premier temps, bonjour évidemment. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Voilà, d'être fidèle au poste. Richard toujours présent. On est toujours ravis de vous accueillir. C'est la dernière émission, j'allais dire non pas de l'année civile, mais de l'été. On reprendra le mercredi 1er septembre, donc on a 4 semaines de pause et on est ravis de conclure avec vous sur des thématiques, encore une fois, extrêmement intéressantes. On ne peut pas occulter notamment la crise sanitaire. Fabrice, je te laisse œuvrer. Un mot de bien. Alors, j'avais juste une question préliminaire par rapport au dossier que j'ai eu. Il y a une photo avec les 3 présidents. Donc, c'est significatif. Il y a... On va y venir justement. On va y venir parce que je voulais, si ça t'embête pas. Voilà. Il est trop rapide, notre cher Richard. Je voulais revenir. Alors, d'abord, je voulais dire sur Michel Husson que je partage tout à fait l'intervention de Dany. Michel Husson fait partie de ces économistes comme moi qui acceptent le débat, c'est-à-dire le fait que, par exemple, sur une problématique comme le chômage, peut-être que Michel n'aurait pas eu exactement la même intervention que moi, peut-être qu'il aurait insisté sur certains points, moi j'insiste peut-être sur d'autres points. On aurait eu sans doute une analyse globale à peu près convergente, mais il y aurait pu y avoir des écarts. Et c'est cette richesse d'approche la divergence est aussi une richesse, hein. qui fait l'enrichissement. Hein. On est bien d'accord avec ça. Alors, je voulais revenir la dernière fois en m'excusant d'ailleurs auprès de toi. Oui, parce que la dernière idée que tu avais suggérée, c'était de dire qu'en définitive, au niveau politique, il y avait un problème qui était posé en termes d'offres politiques. Bon, et j'avais tiqué et je t'avais dit non, un peu sèchement. Donc, tu as le droit. Non, mais je tenais à m'en excuser parce que je reconnais. Mais c'est-à-dire que, et c'est là où on va en revenir au chômage, mais pas sur un. Je vais pas donner de chiffres ce coup-ci. On va faire de la philosophie. C'est génial. On adore ta philosophie, Fabrice Aubert. En effet, lorsque on regarde le chômage tel qu'il fonctionne dans le système actuel, qui est un système capitaliste libéral, je n'insulte personne, c'est le réel. Et bien en effet, le marché de l'emploi, c'est une logique d'offre et de demande. Et le pire, écoutez bien, c'est que l'offre, c'est l'entreprise qui la fournit. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les offres d'emploi, c'est l'entreprise, c'est le marché qui propose. Et ce sont des offres. En d'autres termes, l'emploi, c'est un cadeau que fait l'employeur aux demandeurs d'emploi. Est-ce que vous comprenez l'inversion des termes? Évidemment qu'on comprend très bien. Puisque, en fait, c'est l'entreprise qui a besoin des salariés pour produire les richesses et exploiter le travail. Juste Fabrice, on en profite, c'est qu'on refait tout simplement une projection, une prolongation de ce qu'on avait abordé au début du mois sur le chômage. Et ça, c'est extrêmement pertinent et extrêmement, j'ai envie de dire, évocateur. Parce que voilà. Avec ça, tu as tout dit presque. Exactement. Tu imagines que le demandeur d'emploi, c'est un demandeur. Alors que c'est l'inverse. Je reviens sur mon raisonnement qui est donc... je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, tout à fait d'accord. À partir du moment où l'offre n'est plus correspondante, ce qui
semblerait être le cas dans énormément de secteurs, style restauration par exemple, et parce que les gens ne veulent plus travailler le samedi, le dimanche, la nuit, etc. Et pour des clopinettes en fait. Bon. Donc est-ce qu'il n'y a pas un renversement parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de gens aussi pour travailler, sinon qu'est-ce qu'ils font tout seuls? Alors, ta remarque est tout à fait fondée. C'est-à-dire que, en effet, vu ce qui s'est passé, vu qu'un certain nombre de personnels qualifiés dans la restauration et le service sont partis pour chercher ailleurs, et ils ont réussi à trouver d'autres types d'emplois, il devient notamment pour la restauration extrêmement difficile de trouver le même type de main-d'œuvre qualifiée. Ceci est vrai, mais pourquoi? Parce que les salaires ne sont pas augmentés. C'est bien ça, oui. Donc c'est ça le problème. Mais le salaire pour le marché, c'est la rencontre entre une offre et une demande de travail qui fixe le prix d'équilibre. Et c'est le salaire. Alors, je voudrais poursuivre, c'est-à-dire on va sortir du chômage. Par exemple, tu prends l'hôpital, que dit notre gouvernement? Eh bien, il y a une offre de soins et il y a une demande de soins. L'offre, c'est l'hôpital, la demande, ce sont les patients devenus clients. Devenus clients avec la loi Bachelot, sous Sarkozy, et avec ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte, qui a transformé l'hôpital en entreprise et le patient en client. Donc on est dans offre-demande. Et c'est là où, si tu veux, mais c'est une discussion, je te provoque volontairement, à chaque fois qu'on utilise offre-demande, on ne peut pas sortir du cadre du marché. Donc on rentre dans le marché. Et y compris, puisque tu l'as utilisé au moment où tu t'es interrompu un peu sèchement, tu l'as utilisé pour la politique. Et donc, ça devient abominable, quoi. C'est-à-dire, tu n'en sors plus. Tu fais une offre. Quelle est l'offre politique sur la question du chômage? Alors, tu vas me dire, bon, d'accord, mais est-ce que tu as un mot de substitution qui permet de régler le problème? Mais bien sûr. Et du libre-échange, bien sûr. Ça va me permettre de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et l'intitulé que j'ai fait du papier, que j'ai intitulé de la démocratie de marché à la démocratie sanitaire de marché. Alors là, on peut repartir donc de la photo. Pourquoi j'ai utilisé la photo? C'est que tu as les 3 derniers présidents, donc M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Qu'est-ce qu'ils ont mené comme politique? Une politique de l'offre. Nous sommes d'accord. Une politique libérale. Je me suis bien douté que quand ils étaient ensemble, c'était parce qu'il y avait des points communs. Et d'ailleurs, il y a dessus écrit se méfier des variants. Parce qu'il y a lequel de variants? Alors, mais parce que le capitalisme est un virus. C'est un virus imposé à la société selon des objectifs. On parle souvent des complotistes, mais moi je dis souvent, il n'y a pas besoin de faire du complot. Le capitalisme est un complot à lui tout seul. Pourquoi? Avéré. Mais oui, pourquoi? Parce que la logique du capitalisme, c'est comment faire plus de fric en exploitant les autres. Ça veut dire, il n'y a pas besoin d'être... Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. C'est déjà un complot à lui tout seul. Enfin, je veux dire, c'est cohérent ce que je dis. C'est logique. Donc, on a ces 3 présidents qui ont tous mené la même politique, y compris si l'un d'entre eux, pour se faire élire, a vendu sa marchandise. Alors là, il a fait de l'offre réelle en disant qu'il fallait dénoncer les marchés financiers. Je ne me rappelle plus l'expression du Bourget, mais c'était dénoncer les marchés financiers. Bon, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait utiliser l'image pour essayer de comprendre pourquoi nous ne sommes plus en démocratie. Alors, si j'affirme ça, on va me dire, mais tu es fou. Quels sont les éléments? On continue à voter, il y a des élus, il y a des institutions, il y a une constitution. Ah ben justement, parlons-en de la Constitution. La Constitution, dans son article 3, je parle bien de la Constitution de 58, qui aujourd'hui est toujours appliquée dans notre pays. L'article 3 indique « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, c'est-à-dire les élus, et par la voie du référendum. » Tout va bien.
aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et c'est là où il commence à y avoir un problème. Surtout, par exemple, quand on se rappelle le taux de participation aux élections régionales. Oui, ne l'oublions pas. Quand tu as que 19%... quand tu vois la carte de la participation électorale, je ne vous l'ai pas envoyée, où on voit que dans aucune des régions, les élus majoritaires représentent plus de 19% de la population. Donc ils ont 100% des pouvoirs, mais choisis par uniquement 19% des électeurs. Ça pose quand même un sacré problème. Et ça renvoie à l'idée on est en plein direct, madame. Qu'il y a bien, à ce moment-là, une section du peuple qui se met à gouverner à la place de l'ensemble du peuple. Est-ce qu'on est d'accord? On est bien d'accord. Juste un point, Fabrice, pardon, parce qu'un auditeur a réagi. On rappelle juste qu'il est déjà 9h02 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste 23 minutes avec toi et on veut absolument développer ces axes qui sont extrêmement intéressants. On le rappelle, de la démocratie de marché à la démocratie sanitaire de marché. Et je remercie Olivier qui vient d'appeler, qui dit tout simplement que dans tous les cas, la démocratie n'existe plus et ça date pas de l'épopée Macron. Voilà, il nous dit que la démocratie, ça fait un moment qu'elle est plus d'actualité. Merci à Olivier pour sa réaction. Je remercie Olivier parce que c'était le point sur lequel je voulais venir. C'est que là, ce que je vous ai décrit, c'est ce qu'on en est aujourd'hui, mais c'est un processus qui date pour moi depuis 2005 et le référendum. Il y a 55% des Français ont rejeté le référendum constitutionnel européen et M. Sarkozy, élu, nous a dit « Votre référendum, j'en ai rien à faire, je ne tiens pas compte de votre avis et je vous impose le traité de Lisbonne », je crois que c'est ça de mémoire, et oui, qui reprenait l'ensemble des éléments essentiels du projet constitutionnel de M. Valéry Giscard d'Estaing. Donc on voit bien que là, la démocratie a été complètement dévouée. Alors pourquoi on peut parler de démocratie de marché? C'est que par l'intermédiaire de l'Europe, je rappelle que le principe de l'Europe, son objectif politique, c'est de construire une Europe du marché libre et non faussée. Mais on y revient, on y retombe. Si c'est le marché libre et non faussé, il ne peut plus y avoir d'intervention publique, il ne peut plus y avoir de services publics, il ne peut plus y avoir de prestations publiques, il ne peut plus y avoir d'industrie publique. Forcément, ça devient bancal. Mais non, c'est le tout marché. Hein, c'est le tout marché. Donc, nous sommes passés à une démocratie de marché. Et là-dedans, ce sont les économistes de marché qui dictent la politique. D'où leur passage, comme le disait Dany, en permanence dans les médias. Et ce sont eux qui, au fil des antennes, nous imposent leur perception des choses. Les fameux médias de masse qui sont le quatrième pouvoir, évidemment, en France, après le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On le sait, les médias ont un rôle prépondérant. Oui, j'ai envie de dire les médias de masse. Voilà. Radio Galère ne s'inscrit pas dans ces médias. Voilà. Et je remercie encore Radio Galère bien normal de nous donner un peu la parole. C'est bien normal. Et en fait, on peut dire que les marchés disent, l'Europe exécute. Et rappelez-vous, le début de l'Europe, c'était une union pour un marché commun. Vous vous rappelez ou pas? C'était en 57, traité de Rome. Puis on est passé au marché unique et à la monnaie unique. Et la monnaie qui n'est plus souveraine du peuple, mais qui est la monnaie des marchés. Et la BCE, Banque Centrale Européenne, est au service des marchés et non plus des peuples. Donc on voit qu'il y a une privatisation et une privation de tout. Et là-dedans, les économistes jouent le rôle de la pitié, des pitis grecs, hein, de l'ancien temps, puisque c'est eux qui nous disent le message des marchés qu'il faut interpréter. Ils dictent la politique, c'est ce que tu dis. Et ils dictent la politique. Alors, est-ce que les Anglais ont eu raison de sortir Ah tiens, émission en septembre sur le Brexit, Fabrice Aubert. Voilà. On est d'accord. On relance. Ouais, mais intéressant, Richard. Tout à fait. Mais on y reviendra. Je veux finir là-dessus sur je t'en prie. 2 remarques. C'est tellement les marchés qui gouvernent, et non plus les gouvernements, donc les représentants du peuple, que de plus en plus, par l'intermédiaire des institutions nouvelles que sont les régions, qui sont les relais de l'Europe, on l'a traité,
mais aussi les métropoles. On ne parle plus de gouvernement, mais on parle de gouvernance. C'est un nouveau mot, gouvernance. Mais c'est quoi gouvernance? C'est la contraction de deux mots. Gouvernement, finance. La gouvernance, c'est le gouvernement de la finance, par la finance. Donc on a, y compris dans les mots utilisés, révélé le fait que nous ne sommes plus en démocratie, mais en démocratie de marché. Alors, c'est quoi une démocratie de marché? Ben, si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, la démocratie de marché, c'est quand le marché est au-dessus du peuple. Donc, au-dessus de la démocratie. La démocratie de marché, c'est quand le marché décide à la place des peuples. Essaye de prendre des décisions contre le marché, et tu te fais ratatiner par les bourses. Voilà la réalité. Alors, la deuxième étape, c'est que on est tombé sur un virus mondial. Alors déjà, le virus, il n'est pas tombé comme ça du ciel, puisqu'en fait, il vient des animaux. Alors, est-ce que c'est le panda, est-ce que c'est la chauve-souris, on ne sait pas encore, mais ça vient du règne animal. Et pourquoi? Parce qu'à force de faire de la déforestation, comme au Brésil ou en Chine, pour exploiter encore plus, pour produire encore plus, et bien souvent des gadgets avec de l'obsolescence programmée à l'intérieur, c'est-à-dire où tes produits, au lieu de durer 20 ans, ben, ils durent que 5 ans pour t'obliger à les changer. Exactement. C'est ça la réalité. Et c'est orchestré volontaire. C'est ça la réalité. Comme les téléphones, oui, comme... Voilà. Absolument, et les smartphones et compagnie. Exactement. Les machines à laver, etc. Et en plus, made in ailleurs, parce qu'auparavant, on faisait tout chez nous. Mais, voilà, on a rencontré les animaux, et c'est évident que comme les animaux sont porteurs de virus, mais qu'eux ils les connaissent et que leur organisme est fait pour les combattre, quand ça passe à l'homme, eh ben, t'es foutu. Bon. Mais c'est pas que ça. On a quand même vécu, avec les 3 présidents, toute une succession de fermetures de lits et d'hôpitaux qui correspondent à peu près à 100 000 lits. 100 000 lits en moins, en 15 ans. Hein. Donc on voit que le problème sanitaire, c'est-à-dire du système de santé français, qui était le premier au monde au début des années 80 par l'OMS. On valorisait le système de santé français, on se disait, c'est la sécurité sociale, c'est magnifique en France, la couverture mutuelle et autres, et on se rend compte qu'elle est en pleine régression sociale, et que malheureusement elle est menacée. Oui, parce que les gouvernants ont décidé de transformer l'hôpital en marchandise, et la santé en marchandise. Et donc tu vends de la santé, enfin tu vends même plus de la santé, tu vends du traitement. Et sans savoir en même temps si le traitement peut être efficace. Parfois c'est du poison. Rappelons-nous le sang contaminé. Rappelons-nous le Mediator. Il y a eu tous ces scandales. Pas mal de scandales, en effet, oui. Où finalement la puissance publique en termes de contrôle de ce que faisait le marché a été mise en défaut. Et c'était des gouvernements libéraux. Donc tu vois la cohérence. Bon. Et face à ça, Macron, je te rappelle dès le début, enfin au début il nous disait qu'il n'y avait pas besoin de masque et qu'on pouvait sortir au théâtre, vous vous rappelez? Évidemment, d'ailleurs il y était allé, oui. Et il s'était fait d'ailleurs un peu pourchasser. Tout à fait. Mais bon, fermons la parenthèse. D'un coup il se rend compte que c'est grave, d'un coup, hein, qui n'est pas averti avant. Et puisqu'il nous parlait au début que c'était une mauvaise grippe. Vous vous rappelez de ça? En guerre après, oui, évidemment. Et après il a dit, nous sommes en guerre. Ah bon, mais le virus, il n'a pas une armée, il n'a pas de stratégie militaire, il n'a pas de commandement en chef, il n'a pas de généraux. Mais, pour t'empêcher en tant que citoyen, toi, de connaître les décisions du gouvernement, et de M. Macron, en tant que décideur suprême, il met en avant, non plus le gouvernement, non plus le conseil non plus un conseil scientifique, mais il met en avant un conseil de défense. Or, le principe du conseil de défense, comme ça concerne la stratégie militaire, c'est secret. C'est-à-dire que les décisions prises sont prises secrètement. On commence à comprendre pourquoi on n'est plus vraiment en démocratie. Il décide seul, et avec ses généraux. Et puis, on a le vaccin de l'ordre. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est le vaccin... alors, il faut citer les marques, c'est pas pour faire de la publicité, mais Pfizer, moi je suis vacciné Moderna, comme quoi je suis pas anti-vaccin. Hein. Mon Dany aussi, je crois. Oui. Bon,
On s'est fait vacciner, pourquoi? Parce qu'on a été convaincu qu'il fallait se faire vacciner par rapport à notre âge, notre situation, et que bon, c'était un moyen, peut-être pour les autres, mais depuis, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Ben, tout ce qu'on nous raconte est faux. Tout ce qu'on nous raconte est faux. Le vaccin te protège toi et des formes les plus graves, pour l'instant. Mais pas, tu peux très bien, tout en étant vacciné, être porteur du virus. D'où la nécessité de continuer, mais comme on le fait quand on est arrivé, on porte le masque, c'est-à-dire poursuivre les gestes barrières. Les gestes barrières, le protocole sanitaire, voilà. tout ce qui suit évidemment. Et on le respecte. Ici, si vous regardiez, les masques sont sur les micros, quand on rentre, on a les masques sur le visage, etc. On fait tous attention. Bon. Quand on en vient à un pass sanitaire, on est en train d'exclure de plus en plus d'individus de la liberté d'accéder à tout un aspect de la culture. Les cinémas, les théâtres, les restaurations, la restauration, le sport, etc. Les salles de concert. Donc en fait, tu prives de citoyenneté. Et en plus, je veux le redire, en tout cas je le dis et je l'affirme, les décisions qui sont prises, qui peuvent aller pour les salariés dans les entreprises jusqu'à des licenciements, c'est complètement anticonstitutionnel. Oui. Après vérification, dans une entreprise, la seule autorité qui a autorité de regarder ton dossier médical, c'est la médecine du travail. Personne d'autre. Le patron n'a aucun droit de regard sur ta situation de santé. Quant au salaire, le salaire, c'est pas la contrepartie d'un État en bonne santé ou d'une personne en bonne santé. Le salaire, c'est la contrepartie du travail réalisé. Donc, on voit jusqu'où ça va. Donc tous ces aspects sont tout à fait anticonstitutionnels. Et quand tu vois, et ça c'est alors la première page, mais tu m'as pas interpellé là-dessus, par rapport au vaccin, mais non, je fais gentiment. Là. Quand tu vois 10 minutes sur les ondes de galère, toujours avec Dany Brouet et Fabrice Aubert. C'est bon, on pourra faire même de l'actualité. Très très bien. Quand tu vois le cours de l'action Moderna, où tu es vacciné d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai pas fait exprès, c'est celle qui est parue sur la presse. J'arrive pas à lire. Mais c'est à moins de 5 $ l'action en 2000, et aujourd'hui c'est à 65 $. Fois 11, fois 12, fois 13 même je crois. Voilà. C'est énorme. Donc si tu veux, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, alors, soi-disant, 58 était en démocratie, pouvoir du peuple. Grâce à toi, j'ai pris combien? Rien du tout. Moi, je paye rien du tout. Puis j'ai plus rien. En tant que fonctionnaire, j'ai perdu 18%. Qui se retrouve là. Autre dossier, les fonctionnaires et le salaire. Ah oui, on pourra traiter. Avec grand plaisir. Donc, si tu veux, Big Pharma, qu'est-ce qui vient là? Donc, on est parti de la démocratie, pouvoir du peuple. On a été à la démocratie de marché, où c'est le marché qui décide à la place du peuple. Et maintenant, grâce ou du fait du virus, on est en train de passer à la démocratie sanitaire de marché, où c'est en fait la question sanitaire qui va permettre à Big Pharma de dire au gouvernement ce qu'il faut faire en termes de santé. Et la fameuse 3e dose, pourquoi Big Pharma justement? Eh bien, la 3e dose, c'est pour faire plus de profit. Ben oui, évidemment. Hein? Pourquoi c'est ceux qui la proposent? Ben, voilà. On a bien compris, il n'y a aucun recul dessus. Alors, en plus, je vous ai envoyé une vidéo. Alors, je ne sais pas si elle peut être mise sur le site. Tout à fait, elle y est. D'ailleurs, elle y est au moment où tu parles. Elle est en ligne. Elle dure 1h13 pour ceux qui ne faisons pas un remède pire que le mal. Moi, j'ai pu voir quelques extraits. J'ai pas eu le temps de tout voir. Et c'est avec Christian Vélo. Voilà. François, là, mais je trouve ce gars tout à fait raisonnable. Et enfin, j'ai compris. François, on le rappelle. Hein. Et enfin, j'ai compris. J'ai compris les difficultés qu'on avait à combattre le virus. En fait, le virus, c'est un organisme vivant. Bon. Et pour survivre, il est obligé de se propager. Mais comme lorsqu'il y a un incendie de forêt, tant qu'il y a du bois, l'incendie progresse. Il faut donc supprimer le combustible pour que l'incendie s'arrête. Ou lorsqu'on arrive à l'éteindre. Mais sinon, tant qu'il y a du bois, il continue. Et j'en sais quelque chose, j'ai subi l'incendie de la Couronne.
Martigues. Et c'est passé à 150 mètres de chez moi. Donc je peux te dire, j'ai eu chaud aux fesses. Hein. Donc ça, j'ai compris. Le problème, c'est qu'il y a une différence avec les virus. Les virus peuvent se fabriquer eux-mêmes leur propre combustible. C'est-à-dire qu'ils peuvent, quand ils sont confrontés à un problème, contourner le problème. Pour tous les virus, y compris le virus de la grippe, qui est un virus banal. Bon. Mais il y a une différence, c'est que le virus de la grippe ne peut muter que sur 6% de son gène global. 6% du gène initial peut muter. Ce qui explique d'ailleurs que chaque année, au moment des vaccins pour la grippe, on a des adaptations du vaccin de la grippe. Il s'adapte aux nouveaux variants de la grippe. Par contre, pour le coronavirus, et c'est vraiment intéressant à entendre, c'est pas 6%, c'est 35%. Donc la capacité de variation est énorme. D'où les difficultés à combattre le virus, puisqu'il est en mesure de produire des variants dont l'objectif est de contourner la protection du vaccin. Et ce chercheur, qui est un directeur au CNRS, si mes souvenirs sont bons, hein, explique. En fait, l'objectif d'imposer. Voilà. Voilà. Et il explique de manière simple qu'il est aberrant de chercher à vacciner toute la population, et il n'est pas anti-vaccin. Mais il dit toute la population, c'est aberrant, et notamment les jeunes. Parce que plus on va essayer d'attaquer le virus, et plus celui-ci va se répliquer sur des variants qui peuvent peut-être, à terme, complètement contourner le vaccin qu'on a aujourd'hui. Donc, sa proposition, c'est de cibler en termes de vaccins les populations à risque. Donc les plus de 60 ans, et chez les jeunes, uniquement les populations à risque. Mais pour le reste, il dit qu'il faut que les jeunes portent le virus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de santé majeur, hein, sauf, il répète, hein, sauf cas particulier. Et là, il faut vacciner. Et ben, je dis, enfin, j'ai compris, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de relatif. Il ne dit pas tout vaccin ou pas tout vaccin. Il dit, il faut cibler pour faire qu'on ait quelque chose d'efficace. Alors, arrivé, à mon avis, au terme de ces interrogations, on voit donc qu'on est passé de la démocratie à la démocratie de marché, à la démocratie sanitaire de marché, et à mon avis, on assiste aujourd'hui à un coup d'état sanitaire, c'est-à-dire dans lequel la question du virus devient le moyen pour le gouvernement Macron, et Macron lui-même, d'imposer une certaine forme de dictature qui est sa manière de penser et d'imposer ses choix. D'où le pass sanitaire, et dont l'objectif, et je le redis parce que je l'avais dit au moment des régionales, si mes souvenirs sont bons, non, du chômage. J'avais expliqué que l'objectif de Macron, c'était la guerre civile. Il cherche la confrontation. Parce que pour lui, c'est le seul moyen, comme en 68, de retrouver une légitimité du pouvoir. Voilà. Bah, j'ai fini. Je suis dans les temps. Mais s'il y a des questions... C'est vrai que oui, il y a des questions, parce que c'est un problème qui est tellement complexe que... Enfin, j'avoue que personnellement, je m'y perds un petit peu. Hein, bien que chacun a eu une idée plus ou moins juste, peut-être, ou pas, du problème, et que, bon... le souhait, je pense, de l'ensemble des gens, c'est de pouvoir être protégés, que ce soit par des méthodes ou par une autre méthode, hein, puisque et j'espère qu'on va être au bout, ce qui semble mal barré à ce moment. Oh, avec, et en plus, regarde qu'il a toujours été en retard. Oui. Au moment où il fallait porter des masques, il fallait pas les porter, c'était dangereux. Rappelle-toi Sibeth Inday, hein, depuis elle a un surnom d'ailleurs. Et tu avais d'autres possibilités. Alors, avec le pass, il est en avance. Hein. Alors le pass, mais une fois de plus, je vais te le redire, c'est parce que il est critiqué, mais oui, il est en avance. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais tu sais pourquoi? Parce que son objectif, il n'est pas sanitaire. Son objectif, c'est d'imposer
une dictature politique. Sa politique. Donc il cherche la confrontation avec le peuple. Et derrière ce pass sanitaire, tu as en fait un conflit social qui est souterrain, puisqu'on s'est rendu compte que ce sont les quartiers les plus défavorisés et les populations les plus pauvres qui sont en première ligne, un, pour subir le virus, deux, ils sont entassés dans des quartiers, des HLM, ils habitent pas comme moi dans une maison près de la mer. Bon, tu vois... Qui a failli brûler. Qui a failli brûler. Donc, il ne propose aucune autre solution parce que, par exemple, la rentrée scolaire, comment on fait pour les écoles? On continue comme avant? Ouais, ou on divise les classes par deux? Mon avis personnel, c'est que dans l'ensemble des pays, on ne voit pas bien qu'ils se débrouillent mieux ou moins bien. On voit que les questions sont posées de la même façon dans tous les pays pratiquement, enfin d'après ce que je crois comprendre, et que des solutions miracles, il n'y en a pas trop, quoi. Donc moi ce que je regrette, c'est qu'il manque de courage en disant que la vaccination doit être obligatoire et qu'il ne fasse pas le pass sanitaire qui est en fait une obligation déguisée, quoi. Hein, soyons clairs. Et qui crée problème. Parce que là, c'est déguisé, en fait. Les gens se rendent bien compte. Mais aucun pays n'a le courage de dire il faut que la vaccination soit obligatoire. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Non, parce que l'OMS... Mais je sais que personne ne le dit. L'OMS dit qu'il ne faut pas de vaccination obligatoire. Et qu'il faut, au contraire, de la persuasion, de la conviction. Que c'est le meilleur moyen pour entraîner. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, une fois de plus, le vaccin ne règle pas à lui tout seul. On est passé du tout pétrole au tout vaccin, et au tout plastique. Bon, ben le tout ou le tout nucléaire. Eh ben, à chaque fois que tu mets tous tes œufs dans un même panier, ben tu les casses tous. Hein. La morale paysanne, c'était on met pas tous ces œufs dans un même panier. Donc, il faut accompagner la politique de vaccination d'autres éléments, comme par exemple les purificateurs d'air dans les écoles. Il faut que les classes soient divisées en deux, mais ça veut dire créer des enseignants, créer des structures pour l'accueil des enfants, etc., etc. Il faut faire la société par rotation, parce que, alors, observe un peu cette absurdie, hein, parce que ça, faut le dire. Dans les TGV, tu es obligé de présenter ton pass sanitaire, mais dans les RER qui sont bondés, et les métros, alors là, le pass n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, pour les trimer, c'est pas besoin, mais pour les loisirs, là, on t'impose un pass sanitaire. Et on est en train de passer du suffrage censitaire au suffrage sanitaire. Et ouais. Je ne peux pas dire le contraire. Heureusement. Mais je ne sais pas où on en est, parce que moi, si tu as d'autres questions... Oh, d'autres questions. Bon, je ne sais pas vraiment comment on peut en sortir. Ce que j'espère, c'est que l'ensemble des Français passeront de bonnes vacances, au moins, et qu'on ne sera pas interrompu dans le mois d'août, ce que tout le monde doute fortement. Exactement. Et on va devoir, évidemment, conclure sur les ondes du 88.4. On va devoir conclure, évidemment. Fabrice, on va te laisser la parole. Juste un mot, puisque Fabrice me fait un signe, et on va lui laisser la parole. On vous remercie d'avoir été évidemment les invités de Radio Galère, Economicus d'Economicus. On se revoit, nous, à la rentrée, évidemment. 1er septembre, on sera là. Là, dans une demi-heure, pendant près de 30 minutes, on a l'association Santé Sud. Mais on conclut avec vous, et on se retrouvera fin septembre pour Economicus d'Economicus. Fabrice, tu as été toujours évidemment éclairant, pertinent, avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a des réactions. C'est toujours un vrai plaisir de t'avoir accompagné de Dany. Merci. Pour conclure, Fabrice. Alors, vraiment 30 secondes, s'il te plaît. La démocratie et la liberté ne sont jamais des États statiques, mais toujours des combats à mener. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, à la rentrée, je te propose, et ça montera au fur et à mesure du temps, qu'on aborde la question de la retraite, parce que la retraite, ça va être aussi un combat. Vaste dossier, on aura l'occasion d'en parler évidemment avec toi. Je pense que c'est un dossier extrêmement important. Extrêmement important, et on sera ravis de le faire
avec toi. Merci Dany pour ta collaboration, merci beaucoup. Pause musicale, Renaud. Merci beaucoup d'être venu et on vous souhaite un bon congé. Exactement.